Salut à tous. Le monde du pick-up, c'est un monde assez spécial. Il y a toujours plein de collaborations, il y a très peu de marques qui produisent leur propre pick-up et c'est super intéressant de voir comment ça marche, quelle marque collabore avec qui, etc. Et pour ce faire, j'ai décidé d'utiliser un Volkswagen Amarok qui est basé sur... je vous le dis pas tout de suite, on en parlera après. Mais déjà, à votre avis, sur quoi est-ce que l'Amarok peut bien être basé ? Attention, il y a un piège parce que l'ancien Amarok était totalement Volkswagen. C'est le premier Amarok qui est basé sur autre chose. On en parle juste après le sponsor de cette vidéo, évidemment. Car vertical, pour les besoins de cette sponsor, j'ai pris un Amarok au hasard sur le bon coin, j'ai pris celui-ci, j'ai mis la plaque d'immatriculation sur car vertical et on tombe sur assez peu de problèmes. En réalité, il n'y a eu que 2 petits sinistres, mais bon, vu le prix, c'est probablement rien. C'est probablement juste du bris de glace ou alors vraiment un truc très léger. Donc ça va, on peut vérifier la puissance, que c'est un diesel, on peut vérifier la couleur, c'est bien un gris d'origine. Toutes ces petites choses pour être sûr que c'est ok. Et en termes de kilométrage, en 2019, il en avait 200 000. On peut voir une belle courbe d'évolution sur les environ 10 dernières années. Ça nous permet d'ailleurs de voir que dans l'annonce, il est indiqué avec 30 000 km, ce qui est une faute de frappe. Il a sûrement plutôt dans les 300 000. Si vous vous intéressez un peu à l'automobile, vous avez sûrement remarqué, les constructeurs partagent très souvent leur plateforme pick-up. Il y a en réalité assez peu de constructeurs qui développent eux-mêmes ces véhicules et qui les gardent pour eux. Déjà parce que ce sont des véhicules utilitaires, et que les acheteurs ont moins tendance à faire attention à l'image de marque à partir du moment où le véhicule est efficace. On pense notamment à la grosse collaboration sur les camionnettes Peugeot, Citroën, Fiat, Dodge, etc. Elles ont toutes exactement la même gueule et pourtant ça se vend terriblement bien sur plein de marchés différents parce que ce sont de bonnes camionnettes. Dans le monde du pick-up, c'est un peu différent parce que le véhicule est un peu entre deux mondes. C'est pas un utilitaire pur comme un Fiat Ducato et c'est pas non plus un pur véhicule de tourisme comme un SUV. Donc on tente les partages de plateformes au maximum pour économiser de l'argent, mais on bosse énormément sur le rebadge pour séduire les différentes clientèles. L'exemple le plus flagrant chez nous en France, c'était il y a quelques années le Renault Alaskan et le Mercedes Classe X qui partageaient tous deux la base du Nissan Navara. Renault et Nissan étant dans la même alliance, les deux marques se partagent régulièrement des bases communes. Pour le partage avec Mercedes, par contre, c'était un peu moins évident, mais en réalité, Mercedes et Nissan avaient déjà un véhicule utilitaire en commun via Renault. Le Kangoo qui devient le Citan chez Mercedes et le Townstar chez Nissan. C'est donc assez naturellement que s'est fait ce partage. Il est intéressant de noter que si jusque maintenant dans l'alliance Renault, Nissan, Mitsubishi, Nissan et Mitsubishi faisaient leur propre pick-up dans leur coin, c'est désormais fini. Le prochain Nissan Navara sera basé sur une plateforme Mitsubishi Triton. En échange, le prochain Mitsubishi Outlander est basé sur le nouveau Nissan X-Trail. Ça permet aux deux marques de se concentrer sur ce qu'ils savent faire de mieux. En effet, le Navara avait du mal à se vendre face au Triton, et inversement, le Outlander se vendait mal face au X-Trail. Ça permet de rationaliser les véhicules au sein de l'Alliance, et on se marche un peu moins dessus, on fait d'énormes économies en développant 2 véhicules à la place de 4. Mais les pick-up Nissan se retrouvent parfois sous des véhicules assez inattendus. Vous savez qu'il existe une Peugeot pick-up sur une lointaine base Nissan ? Vendu uniquement en Afrique, il est basé sur le Dongfeng ZNA Rich, lui-même basé sur et motorisé par Nissan. Depuis, Peugeot a sorti le Landtrek, que Peugeot a conçu en collaboration avec le chinois Chang'an, et qui va profiter à tout Stellantis, puisqu'il sert de base au Fiat Titano, qui va bientôt être révélé, et au futur Dodge Dakota. Évidemment, ne cherchez pas ces véhicules dans des concessions européennes, c'est pas vendu ici. Ce genre de partage, il y en a plein, et parfois, on n'en a même jamais vraiment entendu parler. Par exemple, savez-vous qu'il existe un pick-up Mazda ? Vous allez me dire oui, je me souviens vaguement, dans les années 2000, on avait le BT50 qui était basé sur le Ford Ranger de l'époque. Chez nous, ce modèle a disparu il y a environ une dizaine d'années, mais en réalité, Mazda a continué de le produire, avec une seconde génération, toujours basée sur le Ford Ranger. Puis en 2020, on a changé de base. Le BT50 passe sur un châssis de Isuzu D-Max. Mais si, vous savez, ces pick-up là. Et du coup, ça donne ça chez Mazda. Un pick-up avec la face avant des Mazda modernes. Ça fait vraiment bizarre. Et pourtant, c'est bien réel.
Historiquement, le D-Max n'est d'ailleurs pas totalement japonais. En effet, il y a une collaboration avec General Motors qui remonte à loin, très loin même, puisque GM a commencé à collaborer avec Isuzu sur les pick-up dans les années 70, avec le Chevrolet LUV et son équivalent australien, le Holden Rodeo, qui ont tous deux eu le droit à des versions basées sur Isuzu, jusque dans les années 2000. Date à laquelle c'est d'autres véhicules GM qui ont été basés sur Isuzu. Parfois même des véhicules que vous auriez pu jurer 100% américains, comme le Chevrolet Colorado ou le GMC Canyon. Nous en Europe, on a bénéficié de cette collaboration surtout à travers Opel, puisqu'on a eu le droit au pick-up Opel Campo. Bon, en réalité, on se rappelle surtout de sa version carrossée qui s'appelait le Frontera. Petite bizarrerie dont j'ai eu du mal à trouver l'histoire d'ailleurs, Honda a vendu un pick-up Isuzu uniquement sur le marché thaïlandais de 96 à 99. Le Honda Tourmaster. Et honnêtement, je ne comprenais pas du tout comment et pourquoi cette collaboration s'est mise en place. Pour la comprendre, il faut étudier un peu le marché thaïlandais dans ces années-là. On parle d'un marché où le pick-up est super important. Et pour s'en sortir là-bas, il faut absolument avoir un pick-up au catalogue. Ce que Honda n'avait pas malheureusement. Et vu l'état des caisses de Honda au début des années 2000, on ne pouvait pas vraiment se permettre de développer un pick-up juste pour le marché thaï. Par conséquent, ils vont profiter de l'accord signé avec Isuzu. En effet, les deux marques s'échangent régulièrement des véhicules. Notamment la Honda Domani, en gros une Civic 3 volumes avec un coffre, surtout destiné au marché asiatique, et ils en font la Isuzu Gemini. Puis Honda demande aussi le Isuzu Mu-X, notre bon vieux Frontera, pour en faire le Honda Jazz, rien à voir avec la Honda Jazz qu'on connaît en Europe. Il demande aussi le Isuzu Bighorn, chez nous le Opel Monterey, qu'ils vendent sous le nom de Honda Horizon. Et donc c'est tout naturellement que Honda rebadge un Isuzu pour créer le Tourmaster, destiné au marché thaï. Malheureusement c'est un énorme échec, notamment parce que le Honda Tourmaster ne se différencie pas suffisamment de son équivalent Isuzu, vendu en Thaïlande lui aussi. Simplement, vous deviez payer plus cher pour avoir l'honneur d'avoir un logo Honda dans la calandre. Sur le marché du pick-up, le prix est bien plus important que l'image, c'était perdu d'avance. Bon allez, revenons un peu sur la collaboration entre GM et Isuzu. Cette collaboration entre GM et Isuzu s'est arrêtée de façon assez abrupte pendant le développement conjoint d'un nouveau modèle en 2016. En effet, le nouveau D-Max, celui qui sert de base au Mazda BT50, devait être réalisé en collaboration avec GM, comme à chaque fois depuis les années 70. Cependant, Isuzu a décidé de stopper cette collaboration pour cette version, car GM voulait un véhicule beaucoup plus soft, beaucoup plus confortable, beaucoup plus typé SUV finalement, alors que Isuzu, non, eux ils voulaient faire un véhicule utilitaire, capable, résistant. Donc ils ont décidé de continuer chacun de leur côté, et c'est pour réduire les coûts que Isuzu a proposé le véhicule à Mazda. Le sujet du jour, c'est le nouveau Volkswagen Amarok. C'est une collaboration, contrairement au précédent qui était un pur produit Volkswagen. Comme on l'a vu précédemment, les collaborations sont légion dans le monde du pick-up. Parfois c'est une réussite, parfois c'est une catastrophe. Personnellement, après avoir fait quelques kilomètres dans ce nouveau Amarok, j'ai tendance à pencher plutôt du côté de la réussite. Bon, vous avez deviné quelle base est utilisée pour cet Amarok ? Ouais, c'est un Ford Ranger. Ça explique la boîte automatique 10 vitesses assez typique de chez Ford. Elle est d'ailleurs associée à un V6 diesel Ford lui aussi. Ça donne un véhicule qui est particulièrement efficace. Bah ouais, le Ranger est utilisé par les pros en Europe depuis quelques années maintenant. C'est vraiment le leader du marché et pour cause. On a tout ce qu'il faut pour être efficace sur tout type de terrain. On peut choisir un mode boîte courte, blocage du différentiel pour quand les conditions sont compliquées, ou alors passer en 2 roues motrices pour quand on est sur la route. C'est un vrai véhicule de travail. Et pour tout dire, ça se ressent un peu sur le confort. On est à l'aise et c'est pas inconfortable, mais ne vous imaginez pas avoir le confort d'un SUV. C'est un utilitaire un peu embourgeoisé, mais ça reste un utilitaire. Il est important de le prendre comme tel. Il y a des chances que les suspensions soient un peu dures. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, mieux vaut bien se dépêcher. Il y a de grandes chances qu'il ne soit plus disponible dès le tout début 2024. En effet, avec les nouvelles normes en termes de malus et bonus écologiques, il y a des chances que ce pick-up ne passe plus du tout. Actuellement, il est modifié par Gruo pour passer en 4 places exclusifs et entièrement ré-homologué pour passer en utilitaire, ce qui lui permet, jusqu'à la fin de l'année, de ne pas être concerné par le malus. À partir de l'an prochain, il y a de grandes chances que ça change, donc dépêchez-vous d'en choper un si jamais vous êtes intéressé. Alors nous voici donc à l'intérieur de ce Volkswagen Amarok. Alors forcément, quand on regarde comme ça, on se dit, ok, il y a quand même pas mal de pièces qui sont spécifiques à cet Amarok, notamment regardez, on a toute la partie haute ici,
qui vient être habillé, qui vient être un peu molletonné, pareil ici. Et du coup, ça crée quelques petites différenciations. Regardez même le volant qui est spécifique Volkswagen, avec les commandes au volant que l'on connaît sur les autres Volkswagen. Donc forcément, on se sent quand même un petit peu plus dans une Volkswagen. Là où ça va être vraiment très Ford, ça va être tout l'écran qu'on a derrière. L'écran qu'on a là, attention, je vais vous montrer ensuite l'interface. L'interface est spécifique. On a le levier de boîte de vitesse qui est le même, forcément puisque c'est la boîte de vitesse 10 vitesses de chez Ford, accouplée au V6 diesel Ford. Et forcément, les choses qui ne peuvent pas bouger, c'est notamment cette clé, qui est clairement une clé Ford sur laquelle on est venu apposer un petit logo Volkswagen. Donc c'est assez marrant d'être dans une Volkswagen et d'avoir ce genre de clé. Mais la clé Kali, c'est plutôt bien fait. Et si jamais vous n'avez pas roulé de Volkswagen récente, vous allez avoir du mal à savoir que c'est pas une clé Volkswagen. On n'est pas comme chez Aston Martin, où il suffisait de frotter un petit peu ici pour faire apparaître le logo Volvo. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, mais c'était incroyable. Très spécifique aussi, ce sont ces sièges Ergo Confort. Ça, en Allemagne, ils adorent ce label. C'est des sièges qui sont réfléchis ergonomiquement pour être vraiment très bons. Et donc ça, ce sont des sièges qui sont totalement spécifiques à Volkswagen. Maintenant, si on démarre le véhicule, alors, je vais juste mettre le contact, je ne vais pas démarrer le moteur, juste pour faire apparaître les interfaces. Parce que c'est toujours intéressant à voir. Puisque on est quand même sur des interfaces spécifiques. Comme vous pouvez le voir ici, sur ce compteur et sur l'interface ici, on est sur quelque chose de spécifique. Hein. Regardez ici, c'est bien un Amarok qui apparaît, il n'y a aucun doute. D'ailleurs, c'est un Amarok Aventura qui apparaît, on peut le voir avec les petits ajouts au-dessus et le rideau électrique. Je me demande si c'est totalement spécifique. Vous savez quoi? Il y a un style qui est tout là-bas. Ça, c'est une finition style. Et ben j'irai voir si jamais à l'intérieur on a le véhicule spécifique qui apparaît. Ça m'intéresse beaucoup. Alors par contre, voilà, là on est sur une interface qui est totalement Ford, mais on a une surcouche Volkswagen, un petit peu comme un téléphone. Comme vous pouvez le voir, on est sur des logos qui font très Volkswagen, des écritures qui font très Volkswagen. On est sur des 3D qui correspondent réellement au véhicule, donc pas d'inquiétude à ce niveau-là. On n'a rien qui peut nous laisser savoir que c'est une base Ranger. Regardez, là on a vraiment l'impression d'être sur une interface Volkswagen. Hein. Clairement, il n'y a pas de différence notable. C'est peut-être juste un petit peu plus lent que les dernières interfaces Volkswagen. Ça, c'est un petit peu dommage à ce niveau-là. Mais sinon, on a quelque chose de vraiment très travaillé. On a forcément ce GPS là qui n'est pas le GPS qu'on a l'habitude d'avoir en Volkswagen, mais regardez, on est encore, c'est magnifique. Mais c'est un GPS qui fonctionne, il est réactif. De toute façon, c'est le GPS qu'on a dans toutes les Ford actuellement. Pas de raison que ce soit un mauvais GPS. Ce qu'on va regretter, toujours comme d'hab, hein, c'est le fait que la clim soit sur l'écran tactile. Ça, c'est un truc qui a été réglé chez Volkswagen et qui, du coup, n'est pas réglé actuellement sur ce véhicule. On a la gestion des sièges chauffants qui est ici. On a tout ce qu'il faut, en fait. Wow, attendez, petite pause pendant le montage, parce qu'en fait, je me rends compte de quoi en regardant les images du Ford Ranger. Eux, ils ont le droit à une clim avec des boutons qui tournent et des boutons sur lesquels on appuie. Mais sérieux, pourquoi vous n'avez pas juste gardé ça, Volkswagen? Mais ça aurait été parfait. Alors, ok, la pièce est dégueulasse. On aurait peut-être pu rajouter un petit cerclage chrome pour faire un petit peu plus Volkswagen. Mais donnez-nous des boutons. C'est relou. On a la petite charge sans fil ici. On a prise allume-cigare. Du type C, du type A, donc on a vraiment tout ce qui peut, tout ce dont vous pouvez avoir besoin ici. Pour ces essais, j'avais choisi de vous présenter la version Aventura, mais en réalité, on avait également d'autres choix un petit peu moins équipés, comme cette version style. Comme vous pouvez le voir, il a un avant totalement différent. Il manque une pièce en plastique qui vient sur toute la partie avant, pièce en plastique grise, qui lui donne un style totalement différent. Ici, il a l'air un petit peu plus sage, un petit peu plus classique. Il y a moins de prise de risque à ce niveau-là. Et également, sur cette version-là, on a les barres au-dessus qui sont totalement différentes. Et je me demandais
si dans l'interface, on allait avoir ces barres qui apparaissaient. Donc s'il est ouvert, je vais peut-être aller voir l'interface, voir ce que ça donne. Alors déjà dans cette version style, on se rend compte que on a maintenant de l'Alcantara, un petit peu une sorte d'Alcantara tissu sur toute la partie du siège, alors qu'on avait une sorte de cuir sur l'autre. Et la vraie question que je me posais, c'était si, une fois le contact mis... Ah, je suis déçu! Il affiche quand même un Aventura avec l'arrière de l'Aventura, alors qu'on est dans un style... Bon. Eh bien, tant pis. Et oui, moi, ce que j'aurais aimé voir, c'est apparaître ces fameuses barres sur l'écran. On vient de mettre les sacs à l'arrière dans la benne. J'en profite pour vous parler d'un équipement qui est de série sur la version Aventura. C'est ce rideau électrique. Donc en fait, on a un bouton soit ici à l'intérieur, soit directement au tableau de bord pour l'ouvrir. Alors c'est bien à partir du moment où en Europe, on n'a pas trop l'habitude d'utiliser des pick-up. Et ben ça permet un petit peu de sécuriser ce qu'on a dans la benne, c'est vraiment pas plus mal. Le nouvel Amarok est disponible à partir de 53 000 €. Ma version toute option était plutôt dans les 66-67 000 €. Encore une fois, dépêchez-vous de l'acheter. Il faut qu'il soit immatriculé avant la fin de l'année si vous voulez pas vous prendre un malus du futur. Ou alors il va falloir l'acheter d'occasion à des gens qui ont réussi à le choper avant début 2024. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à en regarder d'autres et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, bye bye!